C'est le mec qui essaye de refaire le même qu'il a vu sur TikTok. Mais bon, avant d'être un mème que tout le monde utilise sur TikTok, cette scène est issue du film du même nom, Akira. Alors que ce soit sa création, son histoire ou sa réalisation, tout a été pensé de façon méticuleuse. Rien que le fait de faire ce film était déjà un coup de génie. Je sais qu'en Big 2024, il y a encore des gens qui regardent des vidéos essais sans jamais avoir consommé le contenu dont la vidéo est à propos. Donc je sais que beaucoup d'entre vous n'ont probablement jamais vu Akira, parce que c'est sorti en 1988 et que la plupart d'entre vous ont probablement grandi avec Skibidi Toilette plutôt qu'avec un livre. Du coup, je vais vous faire un gros résumé du film Akira qui vous permettra d'avoir le contexte sans réellement vous spoiler. Enfin, vous pouvez aller voir le film après et avoir une bonne expérience de visionnage. Je vous ai laissé 3 portes de sortie là. Vous aurez pu arrêter la vidéo et aller regarder le film. Mais bon, l'histoire d'Akira se passe après l'explosion d'une bombe nucléaire et une 3e guerre mondiale. Dans ce monde ravagé et dans la ville de Tokyo, on fait la rencontre de Kaneda qui fait partie d'un gang de motards. Comme tout groupe de motards, il a des embrouilles avec plein d'autres groupes, dont celui des clowns. Et donc il décide d'aller casser un tête, accompagné de son groupe composé de Yamagata, Tetsuo et Kai. Mais tout ce film va être concentré autour de Kaneda et Tetsuo, qui au premier abord n'est pas le plus fort, pas le plus grand, n'a même pas l'air si dangereux que ça. Pendant la bagarre sur l'autoroute contre les clowns, tu sens qu'il y a une certaine détermination en Tetsuo, surtout quand il casse la gueule d'un type avec une barre de fer. Au même moment, dans la ville, on trouve un homme mystérieux qui est accompagné d'un enfant qui a une tête chelou. L'homme a l'air d'échapper à quelque chose et se faufile un peu partout dans la ville, comme s'il était pourchassé par quelqu'un. Et oui, il est. Et ce quelqu'un va vite le retrouver. Et c'est pas n'importe qui, c'est littéralement l'armée. Pourquoi? Parce qu'il est parti avec un gamin bleu. Vraiment, regardez sa gueule. On dirait il est vieux et jeune en même temps. Mais au moment où l'armée est censée le rafaler, le gamin se met à crier et son cri est hyper puissant. Et il se met à briser les vitres des bâtiments aux alentours. Et en même temps, il en profite pour s'échapper. Et oui, s'échapper au plein milieu du combat entre le groupe de Kaneda et les clowns. Et pendant leur combat, malheureusement, Tetsuo va rentrer en contact avec ce gamin bleu. Un contact qui le laissera blessé et à terre. Et bon, il vient littéralement d'exploser une moto sur l'autoroute. Un gamin bleu se balade dans la ville. Donc la police débarque. Et là où Kaneda, Kai et Yamagata se font arrêter, Tetsuo lui est emporté par des hommes de l'armée, dû au contact qu'il vient d'avoir avec l'enfant bleu. Kaneda et sa bande se font vite libérer par la police, parce que bon, c'est des mineurs. Même s'ils viennent littéralement d'éclater la tête de gens sur l'autoroute, allez, une tape sur la main et c'est reparti. Pendant ce temps-là, en ville, une révolution se prépare. Parce que oui, je vous rappelle, on est dans une vie après une bombe nucléaire et une 3e guerre mondiale. Famine, pauvreté, bref, le paquet qui fait plaisir, tout ça est le quotidien des habitants de Tokyo. Et donc la police et l'armée traquent tous les opposants qui essaieraient de mener une révolution. Et pendant une attaque dans le métro, Kaneda repère une fille qu'il avait croisée au poste de police. Hey, et vu que c'est le BDG qui pense être, il décide de la suivre. Tetsuo, lui, est toujours retenu par l'armée, dû au contact qu'il a eu avec l'enfant bleu. On lui fait faire plein de tests neurologiques, et pendant ces tests, on découvre qu'il a développé des capacités psychiques hors normes. Mais bon, je vais pas vous faire un dessin, être emprisonné par l'armée, c'est pas le Club Med, donc il décide de s'échapper. En vrai, je sais pas ce que fout l'armée dans ce film, parce que il s'enfuit au calme. Il a genre 15 ans, il est sorti de là comme du Pacha Club. Et vu que la phrase « nos amis sont des reflets de nous-mêmes » existe, le premier truc que Tetsuo a à faire, c'est aller trouver sa meuf, Kaori. Une fois qu'il la voit, il explique tous les changements qu'il ressent dans son corps, mais aussi qu'il a constamment mal à la tête. Et tout ce qu'il veut après avoir été en contact avec le gamin bleu et avoir été emprisonné par l'armée, c'est s'échapper avec elle. Et vu qu'en grosse partie c'est un jaloux, il va partir voler la moto de Kaneda parce qu'elle est trop stylée en vrai. Mais pendant qu'il se balade dans la ville avec la moto, bon, je vous rappelle qu'il y a même pas quelques jours, ils ont cassé la gueule à des clowns quoi. Donc ils ont reconnu la moto de Kaneda et décident de poursuivre Tetsuo qui lui est dessus. En même temps que ça, Kaneda lui décide de sortir de l'école parce que waouh, quelle classe. Et surtout récupérer sa moto. Mais une fois arrivé, il trouve Tetsuo en train de tabasser un membre des clowns à un niveau où ça devient juste un meurtre. Alors j'appelle le groupe de Kaneda le gang de Kaneda pour que vous puissiez vous repérer. Mais c'est pas réellement le gang de Kaneda, j'ai juste appelé comme ça vu que c'est l'un des personnages principaux du film. Mais le film tourne autour de l'opposition de Kaneda et Tetsuo. Comme je dis précédemment, Tetsuo n'est pas le plus fort ni le plus imposant physiquement, ce qui crée en lui un complexe d'infériorité. Et pendant qu'il tabasse les gars du gang des clowns, Kaneda lui dit d'arrêter et Tetsuo lui répond que Kaneda n'est plus son chef et qu'il est devenu assez fort pour prendre ses propres décisions. Mais sa tête commence à lui faire mal et il entend quelqu'un l'appeler. J'arrive toujours pas à le faire. Et pendant quelques minutes, il va avoir plein d'hallucinations jusqu'à en voir ses propres boyaux tomber et voir des flashs d'un gamin qu'il ne connaît pas, qui suppose être le fameux Akira. C'est juste après ça que l'armée va le retrouver et come back to the prison. C'est pas vraiment la prison, mais bon, il va retourner là-bas. Une fois Tetsuo enfermé, on en découvre un peu plus sur ce qui se passe avec ces fameux gamins bleus. Parce que oui, il y en a pas juste un, ils sont genre 3. D'une petite fille qui se nomme Kyoko. Il leur annonce que Akira, l'enfant qui était dans la tête de Tetsuo, revient bientôt. Et donc, qui est ce Akira ? Grosso merdo, c'est celui qui a explosé le Japon. Un humain avec des capacités psychiques et télépathiques tellement puissantes qui lui permet d'être une bombe humaine. Même si pour les membres du gouvernement, Akira est toujours enfermé dans les sous-sols, le fait que les autres enfants qui eux sont reliés à Akira soient au courant de sa revenue les inquiète très fortement. Et quand tu sais que c'est Tetsuo qui a arrêté de ses pouvoirs, on est un peu dans la merde. Comme je disais précédemment, Tetsuo, il a un complexe d'infériorité. Même si ça, l'armée le sait pas, mais nous on le sait. Donc, pouvoir de se faire exploser, plus complexe d'infériorité, c'est pas bon cette histoire. Et au même moment, Tetsuo lui a un truc psychique de fou. Il a des hallucinations horribles,
seul. Et pour en échapper, il décide tout simplement de s'échapper de où il est retenu. Et en partant, il tuera plusieurs gardes grâce à ses nouveaux pouvoirs. Parce que oui, maintenant il a découvert qu'il avait des nouveaux pouvoirs, mais avant ça, il va retrouver les gamins bleus parce que, soyons honnêtes, c'est un peu eux qui ont niqué sa vie. Vous vous souvenez quand je parlais de la révolution et que le fait que Kaneda avait suivi Villeneuve parce que c'est un gros BDG? Grâce aux gens qui mènent la révolution, Kaneda a réussi à infiltrer le bâtiment où se trouve son ami Tetsuo pour le sauver. Mais pour rappel, Tetsuo a un nouveau pouvoir et maintenant il se trouve au-dessus de Kaneda, donc il n'a plus besoin de lui et partira en volant. Parce que oui, maintenant il peut voler. Je vous ai dit, il va vraiment avoir des nouveaux pouvoirs à peu près toutes les 30 minutes. Et juste après avoir appris à voler, Tetsuo décidera de retrouver l'enfant qu'on appelle Akira. Il le localise et décide d'aller le libérer. Akira, lui, est retenu dans les sols du gouvernement, coincé dans ce qui semble être un abri anti-explosif. Tetsuo va réussir à le faire léviter et voler avec lui parce que nouveau pouvoir. Et lorsqu'il ouvre l'abri où le corps et la personne Akira doivent se trouver, il sera face à des milliers de morceaux du corps d'Akira. Pourquoi? Au moment où Akira a été découvert, personne n'arrivait à comprendre comment marchaient ses pouvoirs. Ils l'ont pourtant étudié, entraîné, etc. Mais vu qu'ils ne le comprenaient pas, ils ont préféré découper son corps en morceaux et le garder enfermé pour que personne n'arrive à comprendre comment le pouvoir d'Akira fonctionne. Du coup, Tetsuo est sur la place publique, il a une portée parfaite pour se faire tirer dessus et il se fait charger par un tir de l'armée qui lui coûtera un bras. Je suis pas fier de celle-là, mais je l'aime bien. Mais bon, un bras qui va très vite récupérer parce que, nouveau pouvoir, il va recréer un bras grâce au bout électronique qui traînait dans la ville de Tokyo et juste après ça, il partira détruire un satellite. Tetsuo est devenu la personne la plus forte de cette terre. Et malgré tous ces événements, le Japon devait quand même organiser les Jeux Olympiques de cette année. Et c'est au stade olympique qu'on retrouvera Tetsuo sur un trône entouré des parties du corps d'Akira. Et on retrouvera Kaori qui ira le raisonner et surtout l'aider. Parce que plus le temps avance, moins il arrive à contenir les pouvoirs qu'il vient d'acquérir. Et ça, son corps n'arrive pas à le supporter. L'armée et son ami Kaneda essaient donc de l'arrêter. Et c'est parti pour le combat final. Le colonel de l'armée accompagné des enfants bleus qui vont littéralement servir à rien et vont juste prier le corps d'Akira disposé autour du trône. Le seul qui peut faire quelque chose, c'est Kaneda et son pistolet laser. Mais Tetsuo n'est juste pas assez fort pour retenir le pouvoir qu'il a hérité. Et au lieu d'être un vrai affrontement, Tetsuo va lentement se détruire en un amas de chair et de métal qui vont commencer à se former et à faire grossir Tetsuo. Il va devenir de plus en plus énorme, comme si le pouvoir voulait sortir de lui. Il détruit et absorbe tout sur son chemin. Et lors de ces derniers moments, au lieu de se croire tout puissant, il va redescendre sur Terre et va supplier Kaneda de l'aider. Kaneda, qui lui est notre vrai héros, arrivera à le sauver, enfin, je crois. Pourquoi je dis ça? Parce que la fin du film est très bizarre. Et pas juste la fin du film, en vrai, tout le film est bizarre. Je sais, j'ai bien résumé, j'ai sauté plein de trucs, mais bon, est-ce que j'ai vraiment sauté plein de trucs? Je vous ai donné ça comme une sorte de base du déroulement du film. Maintenant, passons à l'analyse. Le film a des thématiques très propres au Japon, le mélange de la modernité et des traditions, ou comment se relever d'une attaque nucléaire. Et tout ça est montré dans la façon dont les pouvoirs de Tetsuo existent. Quand je vous ai parlé du bras de Tetsuo, je vous ai bien dit que c'est un mélange d'amas de chair et d'objets technologiques. Vous voyez près de lui dans Tokyo. L'humain, la technologie qui se fusionne dans ce bras. Il ne compte plus qu'un. C'est ce qui va le mener à sa perte. Quand il explose dans le final, son corps est un mélange de chair et de technologie. Dans cette explosion finale, le corps de Tetsuo est dénaturé, comme les effets que peut avoir une bombe nucléaire sur un citoyen lambda. Et je pense que tout ça, ça nous ramène aussi à un débat très actuel, le développement des intelligences artificielles. Déjà, le film Akira, c'est de l'animation. Et dans l'art, on voit comment les IA commencent lentement à remplacer les artistes. Est-ce qu'elles le font bien? Non. Même si certaines peuvent faire des résultats très proches de ce que peut faire un humain, le problème des IA, c'est qu'il n'y a pas de sentiment humain dans son art. Un humain, dans son art, va mettre une partie de lui-même, son art et ses influences, qu'il pourra réinterpréter grâce à son vécu. L'art est ce qu'il est grâce aux personnes qui sont derrière. Les IA ne peuvent que reproduire ce que tu leur dis de faire. Il n'y a pas d'émotion propre ni de vécu. Et dans un monde où les IA deviennent plus que des outils, je sais pas si vous avez vu le robot qui fait des headshots parfaits là, si demain il y a une guerre qui se lance, 30 minutes, grand max, faut mieux parler. Et ça aidera les gens les plus riches à dominer les plus pauvres. Parce que tout le monde n'aura pas l'argent d'acheter des robots qui font des headshots à volonté. Et comme montré dans le film Akira, la guerre ne profite à personne et vraiment pas aux citoyens. Mais assez parlé des non-humains, revenons sur les humains et parlons des personnages. Le film arrive assez bien à jouer sur la complexité de l'humain. Par exemple avec le colonel Shikishima. Quand il est introduit dans le film, on pourrait croire que c'est le grand méchant qui va utiliser tous les moyens possibles pour faire le mal sponsorisé par l'État, mais en réalité, il a une certaine attache aux enfants bleus, plus spécialement à Kyoko, qui tient même la main lorsqu'elle est affaiblie dans son lit. Le colonel Shikishima est un homme du peuple, classique à l'ancienne. Il est de ceux qui veulent avant tout protéger les habitants du Japon du potentiel danger. Même Tetsuo, qui a un gros problème d'ego, à la fin demande de l'aide à son ami, parce qu'il a plus que lui. Et même le fait qu'il soit le méchant de l'histoire n'est pas un hasard. Quand tu grandis et évolues dans une société comme celle du film Akira, où la pauvreté est la norme, les ravages nucléaires et la guerre sont encore hyper présents dans les esprits, rien ne te prédispose à, je sais pas moi, devenir président. Le milieu où tu grandis conditionne très fortement qui tu vas devenir. Et aussi le fait que ses parents l'aient abandonné. Et le fait qu'il soit devenu orphelin du jour au lendemain a créé ce gros complexe d'infériorité chez Tetsuo. Le fait de pas se sentir voulu par sa propre famille et pas apprécié, ça a clairement pas aidé. Et en grandissant, la personne sur qui s'est projeté comme inférieur, c'est Kaneda. Là où Kaneda,
lui, il le voit vraiment juste comme son pote, son ami. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas de chef de groupe. Juste que Kaneda est plus charismatique, il est plus stylé, il a vraiment une meilleure moto. Mais la personne en soi est une très bonne personne. Il a risqué sa vie pour venir le sauver, et si c'était pas son ami et qu'il le voyait pas comme son égal, il ferait pas tous ses efforts. Et même au dernier moment où Tetsuo risque d'exploser, il aurait pu partir le plus lent possible, mais il décide d'aider son ami une dernière fois. C'est ce qui fait que le complexe d'infériorité de Tetsuo se repose littéralement sur rien. Mais comme j'ai dit, c'est la vie et la vie où il a grandi qui le conditionne à devenir comme ça. Tokyo dans le film est tout autant magnifique que horrible. Littéralement sa ville dystopique par excellence. La ville vue d'en haut est blindée de lumière et de buildings, de néons qui éclairent la ville. Limite t'as l'impression d'être à Las Vegas, tout brille, tout a l'air si beau vu du ciel. Et comme à Las Vegas, une fois que tu baisses la tête, la réalité est beaucoup moins belle. Y a rien qui va voir l'école de Kaneda, le truc est une poubelle ambulante. Genre ça c'est une école et pas un squat, vous allez me dire. On ressent qu'il y a une grande pauvreté chez les personnes moyennes. Et les seuls moyens qu'ils ont trouvé pour se réfugier spirituellement, c'est dans les sectes. C'est un monde et une ville post-3ème guerre mondiale. Et bombe nucléaire qui a créé Kaneda comme Tetsuo, où le gouvernement a failli à leur mission d'aider le peuple, donc le peuple va s'aider lui-même. La création d'Akira a été longue pour une bonne raison. C'est un film fait par des artistes à une époque où l'animation c'était vraiment compliqué, et des envies de producteurs et de réalisateurs qui avaient jamais été faits au Japon auparavant. Akira est l'un des premiers films japonais à utiliser pour quelques séquences 24 images par seconde. Enfin, pas réellement, ça c'est un truc qui est dit sur internet. Parlons à nouveau d'animation grosso merdo, car personne n'a vu ma vidéo sur Spider-Man, donc go réexpliquer. Pour créer du mouvement dans l'animation, ce qui va compter c'est le nombre de fois où le personnage va changer de pose et le nombre de fois où il va pas en changer. Dans l'animation, il y a le système de 1, c'est-à-dire à chaque nouvelle seconde, il y a une nouvelle pause, ce qui n'était pas très populaire au Japon à la sortie d'Akira. On se reposait plutôt sur le système de 2, voire de 3, c'est-à-dire que toutes les 2 ou 3 images, le personnage a une nouvelle pause où le décor bouge. Donc non, Akira n'est pas un film en 24 images par seconde. Il a été fait en 12, puisqu'il y a beaucoup plus de scènes animées sur le système de 1 que le système de 2 ou de 3. Mais pour l'animation japonaise de l'époque, c'était déjà une révolution. Et même si aujourd'hui, les animés standards tournent autour de 24 images par seconde et se reposent un peu plus sur le système de 1 pendant les moments d'action, à l'époque c'était pas du tout le cas. Et pour créer le film Akira, 7 boîtes de production différentes se sont associées. Et parmi ces différentes boîtes, on retrouve la Kodansha, la Toho et Bandai Namco. Et c'est grâce au fait qu'ils étaient 7 à produire le film qu'il a pu être animé de cette façon. Pour un budget de 1,1 milliard de yens, pour que vous réalisiez, si le film devait être fait en 2024, il coûterait 41 millions d'euros avec l'inflation. Donc oui, le film a coûté cher. Et même pour prendre un exemple, là on va parler de Peak Studio Ghibli, même leur dernier film de l'époque, Nausicaa, n'avait pas coûté autant. Et c'est grâce à ce budget colossal que les techniques d'animation utilisées se rapprochent un peu plus de celles des Américains. Et c'est grâce à ça qu'Akira a pu avoir un impact et se permettre dans la réalisation de faire autant de trucs fous. Mais en réalité, le film a un gros problème et j'ai fait exprès de pas en parler. Akira est basé sur un manga. Et c'est pas rare que quand on adapte un manga en animé, surtout en film, on skippe volontairement des parties pour des questions de censure, de longueur ou juste des fois c'est inutile à mettre dans un film. Mais pour Akira, il y a genre zéro bonne excuse. Le film est violent, graphique dans tous les sens du terme. Mais là, ce qu'on enlève du film qui est présent dans le manga, c'est toute une partie de l'histoire. Le manga Akira est beaucoup mieux développé au niveau de l'univers, à cause du fait que le format film ait des limites. Et à part si on avait prévu de faire d'Akira une série de films, le format de 2 heures pour une histoire de 6 tomes en version de luxe, c'est pas possible. Par exemple, Evangelion, même s'il est pas basé sur un manga, pour développer son univers, ils ont fait plusieurs films en plus de la série principale. Ce qui fait que ça rend Akira très compliqué à comprendre. Parce qu'on essaie de t'intégrer tout l'univers qu'on n'a pas développé dans le film en quelques lignes de dialogue. Ce qui fait que le manga est vraiment plus complet. Et voir le film et après aller lire le manga, vous verrez qu'il manque littéralement 40% de l'histoire. Par exemple, il y a un personnage du nom de Lady Miyako, qui elle aussi a un sujet d'expérience. Dans le film, tu la vois, mais tu la vois, c'est tout. Elle est là, elle est pas plus présente que ça. Là où dans le manga, elle a une beaucoup plus grosse importance. Genre, c'est tellement connu que le film Akira skip beaucoup de parties du manga, qu'il y a littéralement un site qui répertorie tous les personnages qui sont dans le manga, mais qui sont soit pas présents dans le film, ou qui ont un temps d'écran hyper limité. Mais du coup, on sent que le créateur est aussi celui qui est derrière le film. Pourquoi il y a eu autant de manques dans l'histoire ? Et des manques importants en plus. Tout simplement parce que quand le film est sorti, le manga était pas du tout fini. Quand le film est sorti, on était au 4e tome. Donc tous les trucs sur l'univers étaient juste pas encore écrits. Mais par contre, la fin du manga et la fin du film sont les mêmes. Et c'est aussi parce que le format de film ne permet pas de développer une histoire aussi longue qu'Akira. Simplement 2 heures. Et du coup, les informations qui sont données sur l'univers, elles se noient un peu dans la masse du film. Là où dans le manga en général, t'as plus le temps d'installer ton univers et de le faire découvrir à tes lecteurs. Et même s'il y a des oublis d'éléments importants du manga, il a réussi à adapter correctement en sachant déjà qu'il allait finir le manga en 6 tomes. Et il a réussi à faire rentrer et créer une cohérence sur 2 heures de film. Donc oui, dans un sens, Akira est trop court pour ce qu'il devrait réellement être. Et au premier visionnage, tu peux adorer mais vraiment rien comprendre au film.
C'est le genre d'œuvre qui mérite d'être revisionné pour aider à mieux comprendre l'univers. Et lire le manga, c'est encore mieux. Mais le film reste hyper appréciable sans même avoir lu une seule page. Il faut mettre du respect sur Akira. Grâce à son succès mondial, il a permis l'exportation des animés beaucoup plus adultes et aux thèmes beaucoup plus matures. Si Akira n'était pas aussi bien exporté, ce type d'animé ne serait jamais devenu populaire dans le monde. Juste après ça, ils ont commencé directement à produire Ghost in the Shell par les mêmes studios, ce qui a créé les premiers fans mainstream d'animé. Et on sait que quand un truc devient mainstream, c'est la porte ouverte à beaucoup plus de monde. Akira a un impact générationnel incroyable. La moto de Kaneda est littéralement iconique et elle peut être retrouvée dans plein d'œuvres qui n'ont rien à voir avec l'animation. C'est le genre d'objets iconiques de la Japanimation qui traversent les médias, comme le Kamehameha. Et dans un monde où les animés comme Ma femme se transforme en élève d'école élémentaire existent, on fait limite regretter qu'il n'y a pas plus de films comme Akira qui sortent. Sérieusement, qui a validé cette merde? Qui achète le manga pour que ça soit aussi populaire? Qui sont ces gens?